Ce voie de pionnier pour celles et ceux qui connaissent pas ou sont encore peu familiarisés avec ce programme, en fait, c'est un rendez-vous le premier vendredi du mois de 8h45 à 10h. C'est un programme qui est animé, organisé en coopération entre plusieurs clubs régionaux que vous voyez en bas s'afficher avec les logos. Donc aujourd'hui, c'est Terre EFC Île-de-France, dont je suis la déléguée générale qui va accueillir, organiser, animer avec l'aide de Delphine et de Brigitte, qui va animer cet épisode avec un francilien, notre invité que Delphine vous présentera tout à l'heure. Donc je l'ai dit, c'est chaque premier vendredi du mois. Il faut savoir que les épisodes sont tous disponibles en replay sur YouTube et sur Arte Podcast. Hop. Et en gros, on est ensemble jusqu'à 10h. Donc, c'est des dirigeants, alors d'entreprises, d'associations, des personnes, enfin surtout c'est des témoignages d'hommes et de femmes qui vont nous expliquer quelle trajectoire ils ont prise pour avancer, pour développer leur activité, en s'appuyant notamment sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. L'heure un quart est organisée avec un témoignage, 30-35 minutes. Après, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat qu'on traitera soit au fil de l'eau, soit à la fin. On aura 10-15 minutes de questions. Après, il y a une petite synthèse et puis on vous donnera les prochains rendez-vous de la communauté, en fait, de ce groupe de clubs, d'initiatives régionales qui portent ce programme. Notre témoin du jour, donc, c'est Franck Mathieu. Bonjour Franck, qui est Bonjour. cofondateur d'Archipossible. Et je vais arrêter le partage pour laisser Delphine Ries et Brigitte Corinthios, donc, de Terre de FC Île-de-France, qui vont animer la partie témoignage avec Franck. Voilà, et moi je vous dis à tout à l'heure. Merci Stéphanie. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, on accueille Franck. Bienvenue Franck. Donc voilà, je vais te présenter rapidement. Tu es donc cofondateur d'Archipossible en 2016. Archipossible, c'est une coopérative d'entraide pour les autorénovateurs et les autoconstructeurs du sud francilien. Tu es président salarié de la SIC la SIC Archipossible, hein, Société coopérative d'intérêt collectif, et animateur du réseau Archipossible. Alors, avant de créer Archipossible, tu as eu un parcours professionnel très riche. Tu es de formation scientifique. Tu as travaillé 10 ans comme instrumentaliste dans des centres de recherche. Et puis, tu as bifurqué, hein, ce sont tes mots, en devenant chargé de mission pour ATD Quart Monde. Ça a été une expérience qui t'a beaucoup marqué et aussi le début d'engagement pour ton territoire que tu as poursuivi alors comme élu d'Arpajon dans l'Essonne, et puis comme cofondateur et animateur d'Archipossible. Hein, c'est de ça qu'on va parler ce matin. Donc justement, Archipossible, est-ce que tu peux nous dire comment l'idée d'Archipossible a émergé et puis comment tu définis toi Archipossible aujourd'hui? Merci. Bonjour tout le monde. Donc oui, Archipossible, comment ça a commencé? Donc tu disais dans la description, c'est qu'à un moment, je me suis retrouvé élu local à Arpajon et puis j'étais chargé de mission pour mettre en œuvre, enfin démarrer un espace socioculturel, donc un espace d'animation sociale qui était une vieille usine bec de gaz et où on a commencé avec des habitants à rêver d'un lieu de rencontre, d'entraide, d'échange de savoir, etc. Et donc, c'est sur ce lieu qui devait donc être requalifié, un projet de requalification du lieu, de reconstruction, qui a eu des belles rencontres avec quelques complices du moment, et pour certains le sont encore, un artiste et puis une architecte. Et on a commencé à rêver de faire cette requalification du lieu avec les habitants. Donc, de faire de la reconstruction, de la requalification en impliquant fortement les habitants, pas uniquement pour leur demander la couleur des rideaux,
mais aussi pour faire le chantier avec eux. Et donc, on s'est dit qu'il fallait fabriquer, mettre en place un outil, une entreprise, une coopérative d'intérêt collectif qui servirait à notre ville, donc c'était la ville d'Arpajon, mais également, pourquoi pas, à d'autres villes du territoire. Et donc, c'est à partir de cette idée qu'Archi Possible est né. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas fonctionné comme prévu. C'est-à-dire qu'on imaginait faire un outil territorial au service des collectivités locales. Et évidemment, même dans la ville dans laquelle j'avais été élu et je connais les rouages aussi de la collectivité, ben, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu d'engagement du côté de nos mairies. Et donc, on s'est énervé avec les deux complices du moment et on s'est dit, on va le faire quand même, mais on va s'attaquer à l'habitat et pas des lieux publics ou des choses comme ça. Et donc, c'est de là qu'on a créé Archi Possible, qui est aujourd'hui une structure coopérative. Enfin, il y a deux structures derrière. Archi Possible, il y a une asso et une structure coopérative. Et donc, nous, on favorise l'entraide sur les aspects auto-rénovation, autoconstruction sur le territoire sud-francilien. Et on s'est donné comme mission de promouvoir et développer le faire soi-même dans l'habitat, y compris autoproduction d'objets, hein, de meubles, de choses comme ça. Et est-ce que tu peux nous préciser un petit peu comment se positionne Archi Possible? Qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement? C'est quoi ton Oui. métier, Archi Possible? Non, alors oui, mon métier aujourd'hui, c'est animer un réseau d'acteurs autour de cette mission qu'on s'est donnée. Et donc, les acteurs sont assez différents. Évidemment, il y a des autoconstructeurs, des familles qui autorénovent, autoconstruisent, des personnes aussi, mais il y a aussi des artisans qui sont intéressés par l'accompagnement à l'autorénovation ou l'autoconstruction. Mais il y a aussi des lieux de fabrication, des ateliers, des sortes de Fab Labs aussi qui sont intéressés dans cette démarche. Et puis, il y a aussi d'une certaine manière, des collectivités qui s'intéressent aussi à tout ça. Donc moi, mon boulot là-dedans, c'est d'animer ça et donc de créer des temps d'animation pour que ensuite les gens se rencontrent et coopèrent, c'est-à-dire travaillent ensemble. Voilà. Après, il y a une autre partie que je n'ai pas dit, animation, mais il y a aussi de la conception. Conception, justement, de méthodes d'animation pour faire en sorte que ces acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes horaires, pas forcément les mêmes centres d'intérêt, puissent quand même travailler ensemble. On va creuser un petit peu le sujet des effets utiles, hein, qui est une notion qui nous est chère en économie de la fonctionnalité de la coopération. Il y a eu, à l'origine même d'Archi Possible, la volonté de créer du service utile à plusieurs niveaux. Et dès le démarrage, hein, ça dépassait complètement l'idée d'échanger des trucs et astuces entre bricoleurs. Voilà. Il y a une intention qui est plus large, des dimensions de valeur qui sont effectivement beaucoup plus étendues. Est-ce que tu peux nous en parler? Prends le temps, parce qu'effectivement, ça fait vraiment partie de ce qui fonde Archi Possible. Mmh. Oui, alors, quand on a commencé à travailler le sujet, on l'a exploré et on a aussi vu certes, effectivement, ça allait au-delà de l'échange des astuces, des coups de main et juste du système D ou des choses de ce type, hein, et qu'on pouvait produire d'autres choses comme valeur. Et donc, on est dans différents champs. Donc, au départ, hein, enfin, ce qui nous était évident, c'était que c'était en termes de savoir, le savoir habité, comme on dit. Il y a beaucoup de gens qui perdent le savoir habité, comme on peut perdre le savoir dans l'alimentation. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas cuisiner beaucoup. Et pour eux, cuisiner, c'est acheter une barquette et la mettre dans un micro-ondes. Dans le secteur habitat, c'est la même chose. Il y a des pertes
énorme dans le savoir habiter. Et donc, là-dessus, voilà, c'est retrouver ce savoir, pas forcément d'experts, hein, mais aussi de pouvoir entretenir sa maison, son jardin, sans faire appel pour la moindre chose à des professionnels. Et c'est parti aussi nous, on est dans une zone périurbaine, sud-francilien, enfin, comme il y a beaucoup de zones périurbaines partout maintenant. Et donc, on est quand même aussi en face d'une urbanisation qui est pas très jolie, qui est un peu standardisée, où c'est plus en plus difficile, en fait, pour des particuliers d'avoir un bout de terrain et de construire une maison ou de la faire construire, mais on a plutôt fait de la promotion immobilière avec des choses standards. Et du coup, c'était aussi ce qu'on cherche à créer, c'est de déstandardiser aussi l'habitat, au moins sous ses formes extérieures. C'est-à-dire que l'autoconstructeur peut aussi customiser sa maison et la rendre jolie et distincte. Donc, il y a cette idée-là. Après, donc, c'est parti de ça. Et après, au fur et à mesure des activités, on a découvert d'autres choses qui ont émergé en termes de valeur, en particulier sur la santé. On sort des gens de situations pas forcément bonnes, des gens qui sont dans l'isolement, qui sont un peu empêtrés dans leurs travaux parce qu'ils ont, pour une raison ou une autre, ils se sont c'est eux-mêmes et on les sort d'une forme de dépression pour certains. Et grâce à l'action collective que l'on mène, puisque on va peut-être en parler après, mais c'est une approche très collective, bah, ça crée aussi de la joie, de l'enthousiasme, ça permet d'encourager les gens et de continuer tout ça. Après, voilà, en gros, ça crée c'est au fur et à mesure d'autres valeurs qu'on découvre. Voilà. J'en ai peut-être Et oublié, mais vas-y. sans doute, mais effectivement, enfin voilà, je trouvais intéressant de t'entendre sur euh, ces dimensions d'encapacitation, de santé mentale qui sont pas évidentes, effectivement. Quand on se dit réseau d'auto-rénovateurs, autoconstructeurs, on voit plutôt les trucs et astuces entre bricoleurs. On voit pas forcément ces Ouais, effets qui sont très forts et qui sont dits par les membres du réseau, qui sont oui. exprimés très rapidement. Il y a quelque chose À leur façon. de très profond dans faire son habitat. Moi, je suis pas philosophe, hein, je suis pas anthropologue ou je sais pas quoi, mais on a une relation à son habitat qui est très particulière. C'est pas la même chose de construire un gymnase ou une salle des fêtes que d'embellir, rénover, construire sa propre maison. C'est quand même une prolongation de notre corps et donc il y a quand même des effets de prendre soin de son habitat, c'est prendre soin de soi-même aussi. Voilà, donc il y a toute une relation très, très, très exceptionnelle entre l'habitat et notre corps. Donc, on découvre peu à peu ces dimensions-là, et c'est pour ça aussi que des fois, les gens passent à l'autoconstruction, ils veulent pas que quelqu'un d'étranger, un artisan, vienne toucher leur corps. Donc, ils se mettent à eux-mêmes faire leur maison. Voilà, donc il y a des choses très, très intéressantes à ce niveau-là. Il y a ça, il y a aussi le fait que, ben voilà, savoir s'occuper un petit peu de son électricité ou de sa plomberie, ben effectivement, euh, voilà, ça donne la capacité à maîtriser son chez-soi, ça donne confiance en soi, enfin, ça reprend la main, enfin, ça permet de prendre la main, le contrôle sur sa vie, quoi. Il y a cette idée-là aussi que tu as effectivement exprimée, hein. Voilà, tout ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Alors, voilà, tous ces effets utiles, ben, ça se traduit par une offre de services d'accompagnement que propose Archipossible. Et ça peut prendre ben, différentes formes. Euh, on est bien vraiment dans une logique de solution intégrée de services hein, que propose Archipossible. En fait, une palette de services où finalement chacun va pouvoir chercher ce dont il a besoin. Est-ce que tu peux nous décrire
cette offre d'Archi Possible. Voilà, Hmm. comment ça se concrétise, quels sont les services qui sont proposés. Oui, oui. Oui, merci. Oui, parce qu'au-delà de la question de on veut aider les gens qui autorénovent, autoconstruisent, bah, comment on fait, effectivement. Ça, c'est de passer de l'idée à c'est quoi nos activités de tous les jours. Alors, nous, on est parti de cette question simple, comment on fait, comment on met autour de ces familles, de ces personnes, une palette, un bouquet de services pour qu'ils avancent dans leurs travaux, pour qu'ils ne soient pas découragés, etc. Et donc, alors pour la partie réseau, donc on crée un réseau d'entraide. On a installé un café de l'autoconstruction toutes les 3 semaines qui se réunit, qui tourne en présentiel aussi dans le secteur et qui en même temps fait de la visio. Donc ça permet à ce qu'il y ait de l'interconnaissance et que les gens s'échangent des astuces, des coups de main, etc. On a aussi installé régulièrement des rendez-vous d'initiation technique qui sont elles-mêmes offertes par les professionnels qui sont dans ce réseau. Donc ça, c'est aussi assez régulier. C'est pas aussi régulier que ce café de l'autoconstruction, mais voilà, il y a une programmation d'initiation technique. On programme aussi des sorties et des petites fêtes, des sorties architecture et paysage pour s'inspirer, pour aussi se connaître derrière. Et voilà, donc il y a une programmation d'événements, on va dire ça comme ça. En parallèle de cela, il y a un outil tout simple de mailing list assez robuste entre les membres de ce réseau pour qu'ils puissent aussi converser de manière désynchronisée. Voilà, donc ça pour la partie réseau, c'est des événements et puis un outil de discussion. Après, pour la partie, je dirais, un peu plus accompagnement, là, on a une offre d'une sorte de parcours d'accompagnement annuel qu'on appelle le super stage d'Archi Possible, qui consiste à aller faire une visite d'information chez les personnes qui s'inscrivent dans ce parcours, puis ensuite les inviter en collectif 3 samedis dans l'année, et puis après effectuer un suivi. Voilà, donc ça, ce sont nos offres, on va dire. On a une offre réseau et une offre de stage. Au-delà de tout ça, se passent aussi des propositions de chantier participatifs proposées par les uns et les autres. Et on conçoit aussi dans la partie animation des formes d'animation pour que les gens passent à l'acte sur, par exemple, des petites choses à terminer. On a une opération qu'on appelle actuellement Brico-Olympique, parce que c'est les Jeux Olympiques bientôt, mais on l'avait déjà fait il y a 2 ans. Et on a aussi lancé un truc qui est assez auquel on croit beaucoup, c'est des histoires de pacte d'entraide pour densifier les coopérations, en fait, pour aller au-delà juste de allez, faites vos annonces de chantier participatif. Non, là maintenant, on crée des relations pour que l'entraide avec un système d'échange de temps. Voilà, donc on a un certain nombre d'outils et d'animations pour que tout ça se mette en route. Alors justement, sur ces briques olympiques et les pactes d'entraide, on va prendre un petit peu plus de temps parce que c'est très intéressant économiquement. Donc oui, tu as bien parlé du passage à l'acte, Archi Possible, et notamment, enfin, ce qu'on appelle le passage à l'acte, c'est la possibilité de déclencher les travaux. Enfin, on a tous, on est nombreux, en tout cas très nombreux, à avoir des travaux qui traînent, des volets pas réparés, des chauffages qui couinent, enfin des choses comme ça. Et donc, comment on fait pour s'y mettre, quoi. Voilà, c'est des choses qui peuvent traîner longtemps avant qu'on se lance dans les travaux. Briques Olympique, c'est une solution pour justement déclencher les travaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? C'est Un effectivement peu plus quelque en chose qui détail. fonctionne très bien. Oui, Voilà. d'accord. Ok, alors l'opération Brique Olympique qu'on a lancée, c'est parce qu'on a repéré le besoin chez pas mal de gens qui ne terminent pas des petites choses à terminer, c'est-à-dire un truc à réparer qui n'est pas réparé depuis des années, quelque chose qui n'est pas terminé depuis
depuis des mois. Et donc, on a lancé cette opération. Étonnamment, le collectif et le fait de se lancer des défis. Donc, on lance un appel dans notre réseau et on dit en gros aux gens, chaque mois, un petit truc à terminer. Voilà. Et donc, ça crée une animation ludique. Ça crée aussi un échange d'astuces. Et surtout, ça permet de finir des travaux qui, pour certains, traînaient depuis de nombreuses années, hein. On récolte donc des témoignages de gens qui, depuis 17 ans, doivent enlever tel truc à tel endroit, machin. Voilà. Et, 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 et voilà, donc ça fonctionne. C'est un passage à l'acte qui marche. Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que... Non, la coupure est Non, générale. Je pense qu'on pourrait demander non. à, Oui, mais j'entends pas non plus, hein. voilà, Moi, c'est à bon. couper Je pense ta, que c'est Franck, là. caméra. Ouais, je pense que c'est chez Franck qu'il y a eu plusieurs Ouais. micro-coupures. Peut-être lui demander de couper sa caméra s'il a un problème de séquence. Et si quelqu'un peut le joindre par SMS de l'équipe de Paris, parallèle, pour l'informer Je le qu'il est fais. tout seul. Je le fais, Merci. Delphine, hein. Merci, ben, Brigitte. Oui, en attendant, ben, voilà, je connais un petit peu le dispositif brique olympique. Je peux terminer en disant qu'effectivement, alors il y a un système de médailles et de récompenses. Et effectivement, là récemment, il y a une dame qui a réussi à réparer le 31 décembre son volet qui attendait d'être réparé depuis 30 ans. Voilà, et effectivement, voilà, ça fait partie des briques olympiques, c'est une solution, voilà, qui va vraiment aider les travaux à se faire, ce qui est un sujet, hein, du côté des autorénovateurs. Comment réussir à se lancer, faire et finir ce qu'on a entamé. Euh, Est-ce que... J'ai fait de texto, mais je crois qu'il s'est déconnecté, Il non? s'est déconnecté, il va donc se reconnecter peut-être je alors. veille à le réintégrer très vite. Il y a quelques Il y a une questions, donc je ne question. sais pas si, Ouais. si tu as les réponses, Ça peut être Delphine, l'occasion Brigitte d'en ou parler. Stéphanie. Alors, en termes d'outils, de présentation de l'offre pour la commercialiser, alors il y a effectivement un site internet qui est très complet. Il y a une plaquette. Alors, il y a effectivement Archi Possible édite une carte que tu fais soi-même dans l'habitat depuis. Là, il y a la deuxième édition, hein, qui est sortie et effectivement, le réseau avec tout ce qui comporte de compétences et listé, enfin cartographié. Voilà, les outils. Est-ce que les offres Le bénéficient sujet, de... la question sur les offres, parce que c'est moi qui l'ai posée, c'était de se dire, on a souvent la remarque des gens qui nous disent, me faut un catalogue, me faut une offre, me faut une plaquette, me faut un site internet. Et on se rend compte que dans une logique de trajectoire, l'offre, elle évolue au gré des effets utiles qu'on peut identifier, des externalités qui peuvent être identifiées aussi. Et on voit que l'offre, elle a beaucoup évolué et qu'elle continue à évoluer. Et c'était de se dire, aujourd'hui, cette notion de catalogue, de site, de plaquette, dans une trajectoire, comment aujourd'hui un dirigeant la vit, puisque moi, j'étais encore en rendez-vous cette semaine avec des dirigeants qui me disent, mais avant, je voudrais faire ma plaquette et on voit bien que la plaquette, elle fige une offre, alors que quand on est dans une logique de trajectoire, justement, notre offre, elle est vivante. Donc, je voulais voir un petit peu comment il vivait cette partie comment ça s'appelle, d'adéquation entre des exigences, parfois d'avoir une offre, d'avoir un truc qui est visible, tangible. Il se reconnecte, excusez-moi. Ouais, c'est bon. Et la réalité d'une offre de service qui finalement ne peut pas être figée Voilà. quand on est attaché aux effets utiles. Rebonjour, Frédéric. On a retrouvé Franck. Pardon. Hop, super. Vous Bon, nous entendez bien? oui, oui, je vous entends. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu plusieurs micro-coupures, donc si ça se repasse, on vous fera peut-être le signe de couper votre caméra à certains moments. Et du coup, on Oui, vous d'accord. redonne la parole. Ok, c'est reparti. Alors, je ne sais plus J'ai terminé sur... tu étais dans les briques olympiques. D'accord. Ok. Voilà, et non, effectivement, Céline se questionnait sur la manière dont tu présentes l'offre. Voilà, quand elle évolue, quand elle est comme ça évolutive, quand elle est sur cette
dynamique de trajectoire, c'est pas facile effectivement de présenter une offre, de la figer en fait dans des outils de communication, dans des supports. Voilà, est-ce que tu peux dire comment toi, Alors, j'évoquais la carte, mais je pense que tu en parleras beaucoup mieux que moi. Voilà, qu'est-ce que tu souhaiterais dire? alors je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais enfin, nous, on s'en sort parce qu'on positionne aussi comme un lieu d'expérimentation et de conception, hein. En gros, les gens s'abonnent le plus possible, et puis on fait des expériences sur eux. On leur propose de temps en temps des offres qu'ils veulent bien tester. Et puis si ça fonctionne bien, eh bien, on les rend permanentes et régulières. Et ça, c'est complètement assumé, effectivement. Oui, oui, oui. On est une entreprise qui est une association, une coopérative. On est quand même dans un domaine, on ne s'est pas mis sur un secteur marchand pur et dur, hein, on va dire ça comme ça, parce que le marché n'existe pas ou peu, c'est très marginal ce qu'on fait. Du coup, on est encore dans des phases de mise au point et de conception par rapport à nos activités. Fait bien écho à une entreprise vivante, alors que parfois on a l'intention de rendre l'entreprise figée dans une offre, dans un catalogue qui est immuable. Et Mm. là, on a bien le témoignage. Je trouvais que la question de l'entreprise vivante était bien réelle au travers de votre témoignage. Merci. Mm. Sur la question du modèle économique, hein, que pose Bruno là dans le chat, alors effectivement, là, on entend modèle économique au sens large, hein. C'est pas seulement le modèle de revenu sur lequel on pourra revenir après, mais effectivement, ça comprend aussi toutes les questions de proposition de valeur, d'effets utiles, mais aussi d'organisation du travail, interne, en externe, et finalement, ça questionne la nature des échanges. Et ce qui est très intéressant, je trouve, hein, pour comprendre le modèle économique d'Archipossible, c'est aussi, et notamment, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, hein, mais qu'il y a toute une dimension d'échange et de services qui sont produits par les membres du réseau et qui ne se monétisent pas, hein, ces échanges-là, mais qui sont une part importante de la valeur créée. Voilà, et donc ça ne se traduit pas en termes de rémunération l'espèce sonnante et trébuchante, comme on peut dire, mais effectivement, il y a bien une logique économique, des échanges économiques qui créent de la valeur. Et à ce sujet, je trouverais intéressant, Franck, que tu parles un petit peu plus en détail justement de ce chantier qui s'expérimente et qui s'appelle les pactes d'entraide. Est-ce que tu l'as évoqué avant, mais je pense que c'est intéressant de revenir dessus, surtout que là, me semble-t-il, hein, il y a l'impression que il y a quelque chose à creuser économiquement dans cette voie-là, Mm. me semble-t-il. Oui, oui. Alors, les pactes d'entraide, c'est un système d'échange d'heures, en fait, de compensation d'heures. Donc, c'est une vieille idée, hein. C'est les systèmes d'échange locaux ou les systèmes d'échange heures qu'on expérimente depuis longtemps aussi dans d'autres endroits. On avait essayé au début d'Archipossible d'introduire une sorte de monnaie heure, c'est-à-dire on s'inscrivait dans Archipossible et on avait 8 heures chacun. Et on pouvait se rendre des services, s'entraider sur chantier avec ça. Puis ça n'a pas bien pris. Et donc là, on a mis en place des pactes d'entraide, c'est-à-dire qu'on constitue des binômes d'entraide grâce à notre système d'animation. Et on leur propose de prendre leur agenda et de pactiser entre binômes pour pouvoir se voir sur les chantiers en s'entraidant. Et évidemment, on peut avoir 2 ou 3 binômes en même temps. Quelqu'un qui veut de l'intensité sur son chantier peut faire ça. Et donc ça nous permet d'aller au-delà des annonces simples de chantier participatif. Et puis, ça nous permet aussi de répondre à des besoins sur chantier qui ne pourraient pas être accomplis grâce au système de chantier participatif. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On l'a vu aussi, alors moi j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis faire une petite enquête aux USA où l'autoconstruction accompagnée est une pratique tout à fait reconnue et encouragée par les pouvoirs publics. Donc il y a des opérateurs d'animation, un peu comme Archipossible, mais beaucoup plus costaud pour certains,
qui organise de l'autoconstruction accompagnée collective. Et donc là, il y a tout un système, effectivement, de compensation d'heures entre habitants pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'apport en industrie des ménages. Et donc, on comptabilise des heures de travail. Ça fait partie de ces échanges économiques non monétaires. Oui, et puis alors, j'ajoute effectivement que du coup, au-delà enfin, ça a l'air effectivement très simple dit comme ça, échange d'heures, mais effectivement, il y a toute une logique d'aide à l'organisation. Hein, Archi Possible, là, vraiment, d'une certaine manière, organise et supervise cet échange d'heures et finalement veille à ce que les engagements, enfin voilà, se positionne comme finalement garant du pacte, hein, veille à ce que les engagements soient bien tenus et finalement accompagne chaque habitant engagé dans un pacte d'entraide à pas lâcher. Enfin voilà, on écoute les difficultés, on écoute aussi comment ça fait valeur chez les uns, chez les autres. Pour certains, l'idée de gagner en compétences est importante, pour d'autres, ça l'est moins. Et voilà, enfin c'est tout ça qui est quand même considéré dans l'accompagnement que fait Archi Possible. Et donc il y a une dimension qui est vraiment de l'ordre. Enfin, ça s'appelle pacte d'entraide, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a vraiment l'idée d'accompagner dans cette forme de contrat. Enfin, on s'engage dans quelque chose qui est voilà, euh, euh, voilà, c'est un vrai engagement contractualisé. Sans plus de forme que ça, évidemment. Et, voilà. Et donc, voilà, là, simplement, se rendre compte que les autorénovateurs qui s'engagent dans ces pactes, ils sont à la fois producteurs et bénéficiaires du service. C'est quelque chose d'important, hein, qui est très fort dans Archi Possible. On est vraiment dans une économie qui fonctionne sans échange financier et monétaire dans ce cas. Mais c'est cette absence de monétisation qui attire les clients, qui intéresse, hein, puisque là, dans l'idée de faire soi-même, de faire avec les pactes d'entraide, de faire dans l'entraide, ben, il y a la volonté de réduire les coûts. Et donc, effectivement, le pacte d'entraide permet ça. Voilà. Est-ce que tu peux parler aussi, et je vois que le temps commence effectivement Oui. à filer, qu'on parle un petit peu de l'autorénovation accompagnée, hein, ce qu'on appelle l'ARA. Voilà, comment avec Archi Possible tu l'abordes, enfin, voilà, qu'est-ce qu'on entend par l'ARA et comment toi tu l'abordes, qu'est-ce qu'il y a comme spécificité qui est aussi là très caractéristique et intéressante? Alors, l'autoréhabilitation accompagnée, c'est communément, c'est un artisan qui va travailler avec ses clients pour faire leurs travaux ensemble. Ces clients, ça peut être directement le client, mais ça peut être des aidants du client, donc un bout de la famille ou des copains, etc. Donc ça, c'est communément l'ARA. Certains pratiquent ça en France, certains artisans sont partants pour que leurs clients travaillent sur le chantier. Après, ça se décline dans différentes formes. Il y a des artisans qui proposent, par exemple, le début du chantier, et puis d'autres qui disent non, on fait de A à Z, parce qu'il y a des histoires de responsabilité, de garantie, d'assurance, etc. Voilà, donc ça, c'est l'ARA, un peu, je dirais, communément, enfin, que certains pratiquent. Nous, on se positionne aussi sur l'ARA, l'autoréhabilitation accompagnée, mais à un niveau qu'un collectif aide d'autres personnes. Et nous, on fait aussi quand même cette mise en relation avec les quelques artisans de notre secteur qui pratiquent ça. C'est pas une pratique qu'on fait en un clic avec un bon de commande sur Internet. Ça demande des phases de dialogue entre le client et l'artisan et de construire. Il faut qu'ils arrivent à construire en fait de quoi ils parlent exactement quand le client participe sur son propre chantier. Donc, ça, c'est toute une. Il y a un peu de méthode aujourd'hui sur comment faire, à quoi penser surtout, pour établir une relation qui ne se détériore pas. Donc, il y a un certain nombre de points à aborder quand on veut faire de l'ARA. Voilà, voilà. On peut répondre à Bruno qui demande comment les artisans locaux vivent-ils cela? Est-ce qu'ils vivent ça comme de la concurrence déloyale? Est-ce que c'est une opportunité? Voilà. Alors, il y a de tout.
Mais en tous les cas, il y a des artisans qui attendaient depuis longtemps qu'il y ait des opérateurs comme Archipossible, en particulier ceux qui sont dans l'éco-construction, un peu traditionnelle, et qui savent très bien que si on veut réintroduire des techniques avec des matériaux biosourcés, il y a besoin de main-d'œuvre. Et donc, si on veut que ces techniques soient aussi pour tout à chacun et pas uniquement pour des gens avec de gros revenus, il faut que toute la famille travaille sur le chantier. Donc, oui, il y a des artisans qui voient ça d'un très bon œil. Après, il y a ceux qui comprennent pas et qui voient ça comme une menace, alors que en fait, c'est plutôt un marché que ça ouvre, mais ça vide pas le marché des gens qui font faire par des artisans. Et puis, ça permet aussi, parce que bon, ça on n'a pas encore parlé, mais nous, on construit un écosystème favorable pour les autorénovateurs et autoconstructeurs, mais il y en a d'autres qui le font aussi, c'est les grandes surfaces de bricolage, les empires du bricolage, et donc eux, à leur manière, ils développent aussi des systèmes, et nous, on se construit quand même en contre ce genre de construction qui ne prend pas tellement en compte le local, les artisans, les ressources locales, etc. Donc, ils sont pas inutiles, hein, les grandes surfaces de bricolage, mais nous, on offre une alternative à des gens qui veulent pas se faire toujours bananer chez le roi Merlin, quoi. Voilà, donc on pourra couper ça au montage si vous voulez. Alors, une question qui, dans la foulée là, d'Isabelle, est-ce que finalement tu ne contribuerais pas à faire émerger un nouveau modèle économique chez les pros qui manquent parfois de personnel pour répondre aux besoins sur les chantiers? Oui, il y a ça. Et puis, alors après, comme effet qu'on peut percevoir, hein, c'est que quand des gens participent à leur propre chantier, en particulier des ménages jeunes, enfin des personnes assez jeunes qui, dans ces âges-là, se disent je veux construire ma maison et tout ça, bah, ça crée aussi des vocations. Donc, il y a cet aspect-là. C'est pas rare que des personnes qui construisent leur maison se disent je vais changer de métier et peut-être faire et rentrer dans le bâtiment. Donc oui, ça répond à ça. Après, tous les gens qui travaillent la rénovation énergétique, etc., dans les hautes instances, ils savent très bien qu'on ne pourra pas relever les défis de la transition si tout le monde s'y met pas, et en particulier les habitants qui le peuvent et qui le souhaitent pour certains. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus. Bon, il y a des freins. On parlait des artisans tout à l'heure. Le problème, c'est pas trop les artisans, c'est plutôt leurs têtes de réseau, les syndicats du bâtiment qui défendent euh, le système actuel qui va un peu dans le mur à ce niveau-là. Mais bon. Et est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu des problématiques d'assurance, hein, ça répondra à la question de Anne. Les assureurs vous suivent-ils dans vos démarches? Sont-ils partie prenante et quels effets utiles leur apportez-vous? Je te laisse Alors, traiter. je redis, hein, nous, aujourd'hui, on n'est pas constructeur et on n'est pas artisan. On n'est pas Archipossible, c'est un opérateur d'animation. On permet des mises en relation avec des artisans, on permet des mises en relation entre familles pour s'entraider, pour faire simple. C'est toute cette partie assurantielle pour un artisan qui fait de l'auto-rénovation accompagnée se travaille chez les artisans. Donc, il y en a qui sont dans les clous, il y en a qui sont moins dans les clous. Et qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Moi, je suis aussi en lien avec des instances nationales où on essaye de travailler ces questions. Il y a des formes tout à fait acceptables et légales pour pratiquer ça, surtout quand l'artisan reste du début à la fin du chantier, du projet. Et donc là, on a tout à fait le droit, quand on est artisan, d'avoir ses clients sur le chantier. Ce qui fait qu'on peut être assuré. Et il y a quelques questions qui traitent du modèle de revenu, justement. Voilà, quel est
quelques mots le modèle de revenu d'Archi Possible et aussi comment fais-tu pour te Oui, rémunérer toi-même? oui. Question. Alors, le modèle de revenu, alors là, monétaire, purement monétaire, c'est un système d'abonnement. Les familles s'abonnent, 37 € par an. Les artisans, les pros s'abonnent aussi. Alors, un peu plus cher, c'est une sorte de prix libre, suivant la situation des uns et des autres, mais c'est autour de 300 € par an. Et puis, on avait fait l'hypothèse que les collectivités s'abonneraient aussi. C'est pas si simple. Et donc, sur le troisième pilier, puisque notre idée, c'était les familles, les pros et le territoire, les collectivités, on est plutôt à aller faire de la recherche de financement autour d'appels à projets, d'appels à manifestation d'intérêt, d'expérimentation, etc. Donc, c'est par cela, en fait, qu'on arrive à tirer un peu de revenus. Le chiffre d'affaires cette année, enfin, je dirais l'année dernière aussi, c'était autour de 100 000 €. Donc, on n'est pas, nous, une boîte à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Donc, c'est de cet ordre-là. On espère bien qu'un jour, les collectivités se diront que c'est intéressant d'avoir des opérateurs d'animation autour de l'auto-rénovation et qui, naturellement, prendront leur abonnement pour que ces opérateurs existent. Alors justement sur les collectivités, on a une question de Samantha. Euh, comment les collectivités participent aujourd'hui à cette démarche? Tu as effectivement évoqué au début l'engagement finalement pas très fort d'Arpajon. Voilà, voilà, il y a quand même des collectivités qui Oui. s'engagent un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, 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 oui. Il y a quand même des collectivités qui écoutent et qui se disent que c'est intéressant. Et donc, on avait lancé nous-mêmes notre propre appel à manifestation d'intérêt il y a quelques années et 4 communes avaient répondu. Et donc, nous avaient aidés à continuer à travailler notre projet. Voilà, le département de l'Essonne nous aide aussi. Après, à un autre niveau, l'État nous aide grâce aux appels liés à l'ADEME, liés à la NCT, etc. Et voilà. Alors justement, Ouais, vas-y. vas-y. Non, termine. Non, non, après, là, au niveau collectivité, disons parapublic, on a mené une expérience aussi dans le cadre du projet Coopter, mais je pense qu'on va en parler un petit peu après. J'y venais justement sur Voilà. le programme Coopter. Donc effectivement, en 2022, Archi Possible a intégré ce programme expérimental de l'ADEME, Coopter. C'est un programme qui invite à s'appuyer sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération pour développer une dynamique territoriale de services, des services qu'on va chercher à coproduire avec d'autres acteurs territoriaux, de manière tout à fait organisée. Et donc effectivement, Archi Possible initie une démarche dans le sud francilien dans ce cadre qui vise à renforcer son offre de services en travaillant avec d'autres acteurs. Qu'est-ce que tu mets en place avec ces acteurs qui effectivement peuvent être parapublics? Oui, dans le cadre de ce programme Coopter, on a décliné les choses en différents chantiers de travaux sur le développement d'Archi Possible. Et parmi ces axes, il y en a un autour du conseil. On a une problématique, c'est comment on peut apporter de meilleurs conseils à tous ces gens qui entrent, pour une raison ou pour une autre, dans l'auto-rénovation. Et donc là, on a créé un comité, on a fini par réussir à créer un comité multidisciplinaire avec des acteurs divers, des acteurs privés, mais aussi des acteurs de ces institutions, de ces para-institutions comme les points info-énergie. Nous, ça s'appelle les ALEC. Les ALEC, donc on a 2 ALEC qui participent, mais également aussi avec les syndicats de rivière. Et puis aussi avec des institutions comme le parc naturel régional. Donc voilà, on arrive à comment dire, en tous les cas, faire se rencontrer tous ces gens-là pour qu'ensuite ils produisent une offre pour les autoconstructeurs qui est intéressante pour que les projets soient de meilleure qualité et donc mieux informés.
Euh, euh, on, on voit que on voit dans tout ce que tu racontes là que finalement, et voilà, enfin, ça c'est quelque chose d'important aussi dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, que le développement des ressources immatérielles est effectivement quelque chose de fondamental. Tu en fais vraiment quelque chose de stratégique, hein, de développer ces ressources-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, enfin, nous dire quelles sont-elles et comment finalement tu te positionnes aussi comme un acteur du développement des ressources immatérielles dans l'innovation. Hmm. Alors ça, c'est vraiment un apport EFC dans le cadre de cet accompagnement cooptère qu'on utilise. Et c'est vrai que euh, l'EFC apporte une grille assez simple finalement de valeurs immatérielles dans lequel on peut mettre tout ce qu'on avait euh, comment dire vu nous-mêmes, observé. Donc, il y a 4 catégories, la confiance, la pertinence, la santé et les compétences. Et donc, effectivement, on crée de la confiance avec certaines activités qui permettent à faire de l'interconnaissance et puis aller un petit peu plus loin grâce à une animation pour que les gens entrent en confiance. Nous, c'est un réseau de confiance qu'on crée. La pertinence, bah, le sens, pourquoi on fait tout ça, chacun y met un peu ses propres objectifs en termes de sens, mais quand même, la transition écologique, environnementale et solidaire, elle est quand même très présente. Donc, on est sur ces niveaux-là de valeurs immatérielles. Au niveau de la montée en compétences, ce qui était quelque chose qu'on recherche en permanence dès le départ du projet, ben ça c'est évident, c'est travailler sur des chantiers permet d'apprendre et permet de monter en compétences. Mais il y a aussi toutes ces compétences interrelationnelles aussi pour que les gens s'écoutent, se parlent bien. Et voilà, donc il y a aussi tout cet apprentissage avec le collectif. Et puis après, sur la santé, comme je disais au tout début de l'interview. Ça, c'est une découverte. Après, on répare quand même pas mal de gens. Alors, il y a de la réparation de maisons, mais ça répare aussi des gens, surtout au niveau de la santé mentale, en fait. Donc, ça permet de sortir des gens d'isolement, etc. Bon, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre des bons indicateurs, pas trop compliqués sur tous ces aspects pour mieux le faire connaître et mieux dire à quoi on sert, en fait. Et qu'on sorte juste du combien vous rénovez de maisons par an, combien vous faites ceci. Voilà, c'est ça un peu notre défi actuel autour de toutes ces valeurs immatérielles qu'on voit. Maintenant qu'on arrive à classer voilà, dans une grille EFC, mais maintenant il faut mettre en place la suite qui est comment on les révèle et comment on les communique. Euh, euh, Ça permet de répondre un petit peu à la question d'Isabelle. Est-ce que les diverses parties prenantes restent sur le temps? Non, même après avoir réalisé leur chantier. Je te laisse répondre, effectivement. Très bonne question. Nous, l'idée, c'est que les gens s'abonnent à vie. Effectivement, à archi possible. Une maison, un jardin, enfin voilà. Et donc, il y a des gens qui accrochent et qui, année après année, restent dans le réseau et ont compris à quoi ça servait. C'est un peu comme une revue aussi, par exemple, une revue qu'on aime. On reste abonné à cette revue ou à ce journal pendant 5-10 ans et puis après, on passe à autre chose. Donc, c'est pas un problème. Mais oui, l'idée, c'est d'être dans un temps long. Et le temps de la rénovation, en réel, c'est du temps long quand on est autorénovateur. Et là, on est sur les spécificités de l'autorénovation qu'on a bien analysées, nous, de notre côté. Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou des écueils à partager comme des points de vigilance pour des porteurs de projets de coopération territoriale? J'ai pas compris la question. Euh, euh, Est-ce que La poser si Enfin, tu veux. allez-y. Isabelle va la poser peut-être. Ouais. Ouais. Bonjour Franck et merci encore pour tout ce témoignage. Oui, la question que je me pose, c'est que vous avez forcément rencontré des difficultés, des écueils dans un projet comme ça. Alors, vous avez évoqué le fait que les collectivités s'embarquaient pas trop, mais dans la perspective
de porteurs de projets qui veulent monter des projets un peu comme les vôtres, hein, de FC avec une échelle territoriale. Est-ce que dans les difficultés que vous avez rencontrées, vous pouvez justement les transformer en point de vigilance, de dire, bah voilà, il y a tel et tel aspect sur lequel il faut prêter attention parce que ça peut freiner le projet, voire le mettre carrément en danger. Oui. Oui, oui. Alors, comme je dis souvent, si c'était à refaire, je le referais, mais pas exactement pareil. Parce que moi, j'étais pas entrepreneur. Je sortais du monde du salariat, des chargés de mission. Voilà, donc chargé de projet. Alors, on croit que on sait tout faire quand on est chargé de projet. Mais voilà, une entreprise, il y a plein d'autres difficultés. Et donc, le point de vigilance, c'est la foisonnance, en fait, de ce genre de projets, qui sont en fait des projets en général c'est des rêves de territoire. Ah, le territoire devrait être comme ci, comme ça, il faut faire ça, ça. C'est des gens qui créent des tiers-lieux, par exemple, et qui veulent que dans ce lieu, eh ben, il y ait des stages, il y ait de l'apprentissage, il y ait de la fête, il y ait ceci, il y ait cela. Donc, c'est cette foisonnance qui crée des soucis, je pense, dans la majorité de ces projets. Donc, il faut arriver très vite à recentrer sur qu'est-ce qu'on fait dans l'ordre, quoi. Enfin, voilà. Par quoi on commence. Et puis après, d'autres points de vigilance par rapport à, à mon expérience, c'est de, de travailler cette histoire collective, surtout si l'ambition elle est forte. Moi, je me suis retrouvé quand même très seul à un moment, et puis bon, il y a eu Covid, il y a tous ces trucs, mais de prendre ce temps et ce soin vis-à-vis de gens qui rejoignent ce projet pour le construire quand même à plusieurs, si on a une ambition de quelque chose d'assez foisonnant, ce qui est notre cas. Combien tu as d'adhérents au total? Aujourd'hui, ça dépend exactement comment on compte, parce qu'on peut compter des familles, mais on peut compter des personnes, etc. Bon, en gros, il y a une centaine d'adhérents. Et puis, autre question technique, est-ce que le chiffre d'affaires d'Archipossible permet de salarier combien de personnes? Alors, aujourd'hui, avec tout ce travail de développement, donc on est aidé par l'ADEME, hein, dans le cadre de Coopter, permet de salarier une personne, moi. Et puis de payer d'autres personnes sur des petites missions. Euh, euh, je trouve que ce serait vraiment intéressant que tu nous parles un tout petit peu finalement, Archipossible porte de vraies ambitions pour le développement de l'autorénovation en France. Je pense notamment à tout ce que tu imagines autour de la solution de financement. Est-ce que tu peux en parler en 1 minute? Oui. Voilà, et puis après, il y aura peut-être d'autres questions à Oui, alors, prendre. en fait, Mais si en on tout veut, cas, ouais, si on veut favoriser l'autorénovation accompagnée, on parle bien d'accompagner, nous, hein, enfin, pas forcément l'autorénovation pure et dure, mais d'une certaine manière, il faut qu'il y ait de l'accompagnement. Il y a des histoires de financement. Voilà, on a besoin pour faire tout ça, quand on est une famille, on a besoin évidemment de financement, on a besoin de temps, on a besoin de compétences et on a besoin d'entraide. Enfin, c'est l'aspect psychologique de l'encouragement. Donc, on joue un peu sur tous ces tableaux. Et c'est vrai que la partie financement, bah, elle est pas là, en fait, dans notre pays. Contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux États-Unis, où il y a un vrai système, ici, quand on est autorénovateur, autoconstructeur, on a droit à quasi rien. Il n'y a pas les prêts à la construction, à l'habitat, il n'y a pas les subventions pour la rénovation énergétique. Donc là, il y a tout un travail à faire à ce niveau-là qui passe par un travail de lobbying dans les hautes instances. Après, sur les histoires de temps, on a besoin de temps. Des fois, si on a l'ambition au niveau d'un territoire que les gens fassent des rénovations globales, c'est-à-dire vraiment fassent des choses sérieuses, ben, il leur faut du temps. Et donc, pourquoi pas créer un congé sans solde pour rénovation énergétique. Donc ça, c'est des sujets qu'on instille avec d'autres opérateurs en France qui promeuvent tout ça en disant, tiens, mais ce ne serait pas inintéressant qu'il y ait une loi de ce genre. Voilà, des gens qui diraient, nous, on rénove globalement notre maison, prenons les 4 mois d'un congé sans solde pour rénovation énergétique. Mais bon, ça, c'est des idées voilà, et qui sont là et qui peuvent, comment dire, euh,
faire leur chemin petit à petit. Et puis arriver à montrer que ce que je disais un petit peu au début de l'entretien, c'est que faire sa maison, rénover soi-même, c'est aussi très important pour l'encapacitation et ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la résilience. Enfin, voilà, avoir des habitants débrouillards sur un territoire, ça peut être utile à certains moments. Ah, je propose que voilà, ce soit peut-être le moment d'ouvrir l'espace à tout le monde et de prendre encore quelques questions. Si. Isabelle. Moi, je veux bien en poser une. France, est-ce que votre modèle, il est quand même très intéressant? J'imagine qu'il y a d'autres initiatives, vous en parlez un petit peu, mais est-ce que vous avez imaginé aussi d'accompagner, parce qu'il y a peut-être des territoires ou d'autres porteurs de projets qui ont envie d'aller dans cette voie-là, mais qui n'ont pas votre retour d'expérience? Mm. Est-ce que vous envisagez ou avez envisagé d'accompagner des projets où voilà, il y a un modèle économique à trouver là-dessus, mais justement, encore une fois, dans une idée d'accélérer cette façon de faire que je trouve hyper intéressante sur plein de dimensions que vous avez évoquées, mais au moins d'apporter en fait votre valeur à vous, c'est votre expérience, c'est tout ce que vous avez rencontré, tout ce que vous faites, qui peut faire gagner énormément de temps à d'autres, même si les territoires, les acteurs, je vous l'accorde complètement, sont différents. Mais il y a quand même une base sur laquelle vous pourriez être un accélérateur, je pense. Est-ce que vous avez envisagé ça ou est-ce que vous y voyez Oui. des opportunités? Est-ce que vous avez eu des sollicitations? Oui, on a régulièrement des gens qui nous appellent pour nous dire comment vous avez fait, etc. Donc il y a des sollicitations. Il y a évidemment, on s'est posé la question de fabriquer une formation, enfin un truc qui ressemblerait à ça. Et donc après, on peut pas tout faire en même temps. Il est là le problème. Donc on répond aux sollicitations. En plus, on a été labellisé Fabrique de territoire avec d'autres. Donc, c'est aussi un peu dans notre mission de répondre à ces sollicitations. Et on est en train de travailler une sorte de notice, une sorte de mode d'emploi d'Archi Possible qu'on pourrait à un moment diffuser. Voilà. Alors après, est-ce que ce serait un truc diffusé de manière libre comme ça ou vendu avec une histoire de formation? Ça, c'est pas du tout encore réfléchi. Mais oui, l'idée, c'est de répandre les choses, mais massifier, dupliquer ce qu'on fait, mais avec cette idée aussi de ne pas installer la marque Archi Possible sur tout le territoire, mais plutôt installer une méthode, voilà, un peu éprouvée. Ce qu'on essaye, c'est de mettre au point une méthode d'animation de territoire. Là où on est, une fois qu'on est prêt, on peut en parler à d'autres. Aujourd'hui, c'est encore dans une mise au point. Ça me rappelle le commentaire de Timothée Hugues des Jardins de la Voie romaine qui parlait du sachet de thé et de dire, alors, l'idée, c'est pas de dupliquer, mais d'inspirer et puis d'être là en appui, mais que chacun s'approprie en fonction de son territoire, de ses parties prenantes, une façon de faire, mais où l'esprit reste le même. Oui. Je trouve que vous êtes Bah, suffisamment dans cette voilà, l'idée, là. on fait des projets de territoire. Alors l'idée, c'est pas d'arriver avec des gros sabots sur un autre territoire en disant, ça y est, on a réussi à le faire dans le sud francilien, donc on va le faire à Toulouse. Je crois que ça marcherait pas comme ça, surtout si on veut sincèrement faire un projet avec les acteurs du territoire, qui ont leurs spécificités. Et donc, on ne peut pas arriver comme ça brutalement, effectivement. Je vous propose qu'on passe à la synthèse, à moins qu'il y ait une autre question, une dernière question. Moi, j'ai peut-être une question un peu bizarre, mais en fait, merci. Et puis, on voit bien tous les effets utiles. Mais je me demandais si vous y avez identifié éventuellement des risques d'effets nuisibles, genre des gens qui se disent d'un seul coup, tiens, je pourrais devenir marchand de sommeil, transformer mon garage en truc. Voilà. Est-ce que vous identifiez des choses comme ça? Comment vous pouvez vous prémunir? Alors oui,
sur ce point-là, effectivement, il y a des gens qui peuvent nous contacter pour dire, tiens, moi, je suis un petit bailleur de logement, j'ai envie de construire et de louer. Oui, oui, ça peut, mais c'est pas mal d'être bailleur. Enfin, si les logements sont mieux faits. Bon, en tous les cas, l'ambiance, nous, c'est de faire quand même des trucs de qualité. Donc, des gens un peu trop pressés ou qui feraient au moins 10 ans dans tous les sens du terme, à un moment se disent que ce que Archi Possible leur convient pas de toute façon. C'est un groupe quand même qui a une culture aussi, qui construit peu à peu une culture et qui naturellement n'engagera pas des personnes de ce type. Ouais. Je vous propose qu'on passe à la synthèse. Je vais partager mon écran. Ok. On va obtenir le timing. Donc, hop. Donc, Brigitte, ça va être à toi. Ok, bon, merci Franck. Attends, Je retrouve tout le... Oups. Merci en tout cas à Franck de ce partage, Delphine et Stéphanie pour cet exercice-là. Alors, j'ai la tâche délicate de clôturer la séance autour d'une synthèse qu'on prépare à l'avance voilà, sur la base du conducteur. Alors, on voit bien que le réel a fait émerger d'autres choses, mais je vais quand même tenter de faire cette synthèse et d'intégrer ce qui a aussi été apporté au cours de la séance. D'abord, peut-être vous proposer 3 points saillants introductifs pour rappeler le positionnement d'Archi Possible qui donc, comme nous l'a rappelé Franck, se positionne comme un opérateur local d'animation. Il ne fait pas les travaux, pas pour les autorénovateurs, et donc dédié aux autorénovateurs, autoconstructeurs du sud francilien, avec cet intérêt pour l'ancrage local. Ça a été rappelé avec le sachet de thé qu'on infuse et on ne vient pas de manière brutale sur d'autres territoires sans connaître les spécificités. Et ce réseau qui rassemble une diversité de profils. On va retrouver donc des autoconstructeurs, des professionnels du bâtiment, artisans, des architectes et des collectivités ou structures parapubliques. Avec aussi l'idée de s'assumer comme un espace d'expérimentation qui permet de faire émerger de nouveaux besoins, de nouvelles offres. Une spécificité propre et intrinsèque à l'autorénovation. Donc, c'est le point clé. Le bénéficiaire direct, par définition, l'autorénovateur, l'autoconstructeur, il contribue à la production de l'offre avec l'aide d'autres autorénovateurs, de ses pairs et parfois aussi des artisans du réseau. Et puis, l'autorénovation s'inscrit, Franck l'a bien rappelé, dans un temps long, à la différence de chantier classique. Il y a un début de chantier, il y a une fin de chantier, l'artisan, il fait un devis, et puis il vient solder les travaux. Et puis, il y a peut-être une vision un peu politique. Alors, une autre façon de vivre ensemble, Franck l'a aussi rappelé, c'est l'entraide est une valeur centrale d'Archi Possible et c'est une alternative à la standardisation hors sol imposée par les grandes surfaces de bricolage. Et donc, on vient chercher aussi de la créativité et le respect de sa façon d'être. On va mettre l'accent sur 2 registres du modèle économique d'Archi Possible autour de la proposition de valeur et de la création de valeur. Peut-être rappeler que l'offre s'est construite à partir d'une compréhension fine des besoins des autorénovateurs et du territoire. Franck l'a rappelé, la création de la structure émane de sa propre expérience et de son engagement, lui, en tant qu'ancien élu local, sur le sud francilien, donc Arpajon, sur lequel il vit. Et ça soutient la pertinence de l'offre, puisqu'il en a une compréhension très fine, et sa légitimité vis-à-vis des autorénovateurs. Il ne l'a peut-être pas dit, mais il en est un. Il autorénove aussi sa maison. L'offre est également adaptée à la singularité de la démarche de l'autorénovation et elle prend en compte les besoins spécifiques des autorénovateurs qui sont par ailleurs en constante évolution et elles sont liées aussi aux expérimentations proposées par Archi Possible et qui font émerger de nouveaux besoins. Et en cela, Archi Possible propose une palette de services, plusieurs services. Alors, on pourrait parler de solutions intégrées, en fait, avec, donc, on a parlé de la café d'autoconstruction, les chantiers d'entraide, le brick olympique, enfin, plusieurs éléments avec des conseils permanents sur l'ordre des travaux, l'apport d'un soutien moral. Et ça permet aux autorénovateurs de mobiliser en fonction de ses besoins, des besoins de chacun,
voilà, de répondre de manière très fine à ce qui va respecter là où il en est dans ses projets de travaux. Et puis, depuis peu, on l'a aussi rappelé, l'offre se développe en complémentarité pour en renforcer la cohérence et la pertinence avec des acteurs porteurs d'expertise complémentaires. On a souligné l'intégration récente, grâce à Coopter, des agences locales de l'énergie et du climat, donc les points info énergie, le parc naturel régional, les syndicats de rivières, qui viennent ainsi compléter et rendre plus robuste une offre de conseil à 360 degrés. Voilà, donc ça, c'est sur la proposition de valeur. Et en écho, on a pris un peu de temps pour décrire les différentes dimensions de valeur créée et recherchées qui s'appuient sur le développement de ressources immatérielles stratégiques. On a mis pas mal de l'accent sur la valeur créée, qui est de la valeur non monétaire, c'est-à-dire cette dimension d'échange de services produits par les membres du réseau qui ne se monétise pas, mais qui est une part importante de la valeur créée. Donc, on a parlé des pactes d'entraide avec ces binômes d'entraide et des autorénovateurs qui sont à la fois producteurs et bénéficiaires du service sur la base de ces échanges d'heures. Et puis, la solution intégrée, cette offre pertinente, conduit à la création d'un patrimoine collectif, enfin, qu'on pourrait qualifier de patrimoine collectif immatériel. Au final, sur le territoire se développe un réseau d'entraide et de confiance, des personnes sur qui on peut compter, au-delà du faire soi-même dans l'habitat, l'encapacitation avec le développement de compétences qui sont liées au faire soi-même. On travaille sur des chantiers, ça permet de monter en compétences et de renforcer la confiance en soi. Et puis, le renforcement de la santé. Faire soi-même, c'est aussi prendre soin de soi, comme le rappelle Franck, dans l'habitat, le chez-soi, on touche à l'intime. Et puis finalement, on se réalise avec cette dimension de soutien, lien de solidarité qui permet de sortir certaines personnes de l'isolement grâce à cette approche collective et de redonner confiance. On a également évoqué la contribution au développement d'une économie locale en phase avec les enjeux de la transition écologique. Donc ça, c'était un point important sur la question de la concurrence par rapport aux artisans. La solution, elle contribue au développement de l'éco-rénovation, l'éco-construction, dont on rappelle qu'elle est plus coûteuse à mettre en œuvre. Elle nécessite plus de bras, de gestes, une main-d'œuvre qualifiée. Et en fait, il y a peu d'artisans qui sont en capacité de faire des travaux d'éco-rénovation. Et en cela, cette offre Archipossible offre un possible débouché au développement d'une filière de matériaux biosourcés et locales, tout en permettant de rendre l'éco-rénovation accessible financièrement à des auto-rénovateurs. Et enfin, elle permet aux artisans locaux de rencontrer une demande qui correspond aussi à leurs valeurs. Au final, ils vont rencontrer des auto-rénovateurs qui sont en phase avec leurs propres valeurs, leur valeur de la rénovation. On gagne en temps et puis ça permet de développer de nouveaux marchés. Et je l'ai relevé là, cette externalité positive finalement que Franck a soulevée sur Archipossible crée des vocations. Donc finalement, c'est peut-être une réponse aux besoins cruels d'artisans pour répondre aux enjeux de la rénovation énergétique avec des autorénovateurs qui deviennent artisans. Alors peut-être qu'en conclusion, on pourrait formuler l'hypothèse que toutes ces dimensions de valeur créées renforcent la capacité de résistance, Franck l'a dit, de résilience, pour reprendre ce vocabulaire, des habitants et du territoire, donc des habitats et de l'environnement, face aux crises qui, malheureusement, sont derrière nous et aussi, surtout, devant nous. Merci beaucoup, Brigitte. Je vais passer. Vous m'entendez là? Oui, oui. Merci beaucoup. On arrive à la fin. Il est 9h57, donc il nous reste 3 minutes pour vous donner les prochains rendez-vous. Et puis ensuite faire une petite photo en rallumant nos caméras. Juste pour vous dire, donc je vous rappelle, c'est chaque premier vendredi du mois à 8h45, sauf l'été. Là, vous avez donc le calendrier des prochaines, des prochains témoignages avec Occitanie, donc Terre EFC Occitanie qui animera le prochain. On aura aussi ADI, l'Agence de développement et d'innovation d'Aquitaine, qui prendra la suite. Donc, vous voyez, c'est à chaque fois donc un club différent, un secteur différent, un profil de dirigeant différent. Donc, on essaye vraiment d'avoir une grande
variété, des personnes qui sont en début de trajectoire économie de la fonctionnalité et de la coopération, d'autres plus avancées, d'autres qui s'en approchent. Donc, c'est vraiment des formats extrêmement variés que vous pouvez retrouver en replay. Vous avez des QR codes si vous voulez flasher, donc sur YouTube ou sur Arte Radio. Donc voilà, merci beaucoup. Petites infos, il se passe beaucoup de choses dans le réseau. Le 20 février, on a des choses à Blois, animées par Nekoé. Ensuite, on a une formation découverte de l'EFC à Toulouse en février. Chez les Franciliens, on aura notre soirée francilienne de l'EFC le 5 mars. On va parler de comment les salariés peuvent organiser eux-mêmes leur organisation du travail avec des ergonomes et un apéritif après. On a un webinaire d'introduction le 7 mars et puis on a un gros moment aussi à Bordeaux qui est la journée régionale de l'EFC. Alors, on n'en a pas encore dans toutes les régions, mais là, c'est porté par l'ADI et donc une grosse journée régionale de l'EFC à Bordeaux le 8 mars. Voilà pour les petites actus. Il y en aura d'autres à annoncer en mars, lors du prochain Voix de Pionnier. Donc, merci beaucoup d'avoir participé.